Quelle mouche a piqué le président français Emmanuel Macron? En tout cas, il a fait le buzz en tensant publiquement lors de sa dernière conférence des ambassadeurs des dirigeants africains qui en feraient trop sur le retrait des troupes françaises de leur pays, alors que c'était pour lui une sorte de mise en scène d'une souveraineté supposée et en réalité une décision française. On l'écoute. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas. C'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant « ils sont chassés d'Afrique ». Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Alors forcément, les propos d'Emmanuel Macron ont choqué les opinions publiques et forcé les dirigeants à réagir. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a été particulièrement cash. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, a lui aussi réagi. Il a tenu à réagir dans un post sur Facebook. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. En Côte d'Ivoire, on joue sur du velours comme on peut l'entendre dans la bouche du porte-parole du gouvernement. Merci. Nous n'avons aucun commentaire à faire sur les propos du président Macron. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, lors de son intervention, a été assez clair sur les conditions dans lesquelles donc, le camp du 43e BIMA nous a été rétrocédé. Il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Pour ce qui concerne donc des pays qui devraient être reconnaissants à la France, en tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire, donc nous ne sommes pas particulièrement concernés par ces propos-là non plus. Alors Fabrice, les propos d'Emmanuel Macron ont eu l'effet d'aggraver la suspicion entre les différents dirigeants africains et leurs opinions publiques, mais aussi entre différents pays de la région, chacun se demandant avec qui Macron fait semblant de rompre pour être moins visible, mais poursuivre les manœuvres d'antan. C'était peut-être le but recherché de semer la discorde parmi les pays africains? En tout cas, ceux qui ont été fragilisés sont tout simplement ceux qui n'ont pas réagi ou qui ont réagi de manière assez molle, parce que ces propos d'Emmanuel Macron ont suscité l'indignation de toutes les opinions publiques en Afrique et même hors de l'Afrique, de voir un président français tenir des propos qui datent de l'ère coloniale, c'est quelque chose qui ne laisse pas indifférent, sauf si, effectivement, on se sent concerné et qu'on a négocié avec Macron directement ou avec Jean-Marie Bockel ou qui d'autre, le retrait des forces françaises sur son territoire. Un vrai faux retrait. Le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire laisse quand même songeur, parce qu'on a entendu le porte-parole du gouvernement dire que, de manière vraiment sans indignation particulière, dire que la Côte d'Ivoire n'était pas concernée, que la France n'avait mené aucun combat pour la Côte d'Ivoire. Bon, c'est la France qui a mis ce qui est assez faux factuellement. Je pense que, pour le coup, le fait de ne pas montrer tout de suite, ce qui est très attendu par les Africains, tout de suite qu'on est indigné, qu'on ne peut pas accepter en 2025 d'avoir un président français qui attend des genuflexions de la part des chefs d'État ou des Africains globalement. Le fait de ne pas s'indigner représente déjà un aveu de complicité, au moins avec les autorités françaises.
ce n'est pas un secret, la loyauté d'Alassane Ouattara vis-à-vis d'Emmanuel Macron, et ça vient encore plus ridiculiser un peu cette prise de parole où on le voyait assez vindicatif. Il a tapé du poing sur du doigt sur la table en disant que... très fermement, ce qui, de l'aveu des observateurs aussi, n'est pas forcément son tempérament à la base. Donc, je pense que tous ceux qui ont été fragilisés dans cette affaire, c'est simplement ceux qui n'ont pas réagi. Et donc, le Ouattara et le Gabonais. Au Gabon, il n'y a jamais Nguema. été question de départ des troupes françaises, mais disons, la Côte d'Ivoire, le Gabon sont désormais affichés, entre guillemets, comme voilà, les alliés, les supplétifs, d'une certaine manière, de la France. Et, en tout cas, seront regardés, observés à la loupe sur les relations diplomatiques qu'ils entretiendront prochainement avec la France, parce qu'on est arrivé quand même à une ère où les opinions africaines attendent un renouveau, un partenariat d'égal à égal, et le fait de juste avoir dans la France, ancienne puissance coloniale, un parrain de la survie, de la vie de son pays n'est plus accepté aujourd'hui. Donc que vont faire Alassane Ouattara et Brice Oligui Nguema? Ça va être très observé dans les prochains mois. Alors, Makaïla, tu es journaliste et activiste tchadien, tu as été longtemps en exil, tu t'es rallié au président Mahamat Idriss Déby Itno, et puis tu as rompu à nouveau après 2 ans, même pas d'idylle. Quand on entend les explications de Jean-Marie Bockel, envoyé spécial de Macron pour l'Afrique, on a l'impression que le chef de l'État, qui suscite la colère, principalement la colère du numéro 1 français, c'est celui du Tchad. Et je dois dire d'ailleurs, pour l'avoir moi-même rencontré le président Déby à Villers-Cotterêts au moment du sommet de la francophonie, alors qu'il avait vu le président Macron longuement la veille, qu'à ce moment-là, et nous sommes quand même début octobre, la relation est de bonne qualité, la perspective de partenariat nouveau en matière de défense est assez clairement consensuelle. Et le 25 novembre, encore une fois, quand je vois le président Macron pour lui remettre mon rapport, on ne voyait pas de difficulté. Et quand il y a eu donc ce communiqué de presse 3 jours après, juste après le passage du ministre Barrot, très honnêtement, cela nous a surpris. Et cela m'a surpris, cela a surpris le président. Alors, quelles sont les coulisses du désamour entre Déby et Macron? Tu as été conseiller à la présidence avant d'être évincé. C'est Macron qui a installé au pouvoir Mahamat Idriss Déby Itno à la mort de son père. C'est la créature africaine de Macron, d'une certaine manière, et c'est aussi l'échec de Macron que cette créature lui échappe aussi vite. Qu'est-ce qui se passe? Merci Théophile, merci à vous aussi d'être là pour analyser effectivement le désamour, comme tu l'as dit, entre Macron et Mahamat Idriss Déby. Ici, il y a un régime qui a bénéficié effectivement du soutien total de Paris, c'est effectivement le régime tchadien, du père en fils, depuis 1990. Déby a fait 30 ans au pouvoir, soutenu diplomatiquement, militairement et politiquement par la France. En 2021, vous l'avez dit Théo tout à l'heure, que Macron est parti en N'Djamena en 2021 adouber Mahamat, pour l'introniser. Sous l'indignation générale. Des Africains, et y compris de l'opinion française. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un désamour profond. C'est dû effectivement à un rapprochement extrêmement sensible du Tchad vers la Russie. Vous savez très bien, M. Mahamat Idriss Déby a effectué une visite à Moscou sans prévenir ses alliés européens et notamment français. Il y a également le contentieux lié effectivement à cette affaire de vertu d'une enquête à Paris qui a un peu bien mal acquis. Voilà. Maintenant, la visite de Jean-Marie Bockel, conseiller spécial de Macron en N'Djamena, il faut le dire que ça s'est très mal tourné, l'audience, le jour de l'audience. Il était question, effectivement, d'en parler des relations tchado-françaises. Sauf que l'audience s'est très mal tournée, et puis Mahamat Idriss Déby, curieusement, c'est lui qui a demandé effectivement à Jean-Marie Bockel de maintenir effectivement les bases militaires françaises, parce que Mahamat Idriss Déby s'est senti à un moment donné, vous savez très bien qu'un opposant a été assassiné, Yaya Diallo, un opposant, figure connue, qui était assassiné, et que Paris a tout simplement dit, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères avait dit tout simplement que la France prend bonne note de l'assassinat d'un opposant. En gros, traduction, la France s'en fout. C'est ça. Et donc, à l'intérieur des casernes tchadiennes, M. Diallo, qui était assassiné, avait des parents qui n'ont pas apprécié la position de la France. Nous, on avait interpellé la France par rapport à une telle déclaration voilà quoi, qui nous a indignés, parce qu'il fallait plutôt la neutralité ou bien la dénonciation. Mais la France n'a pris ni
ni une position ou non. Et donc aujourd'hui, on a l'impression que Mahamat Idriss Déby, qui a été exigeant à l'égard de la France, et vous savez très bien, Théo, depuis toujours, Paris a fait du Tchad un pôle stratégique pour sa politique sécuritaire, notamment en Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, y compris l'Afrique centrale. Et donc, le Tchad. En gros, la France, finalement, a beaucoup donné à un moment, mais tout à fait. S'il est mécontent, il y a les biens mal acquis, il y a également le rapprochement avec Moscou, mais peut-être qu'aussi il y a l'impression que la France ne soutient pas bien le combat contre Boko Haram, non ? Il y a ce combat contre Boko Haram, ça c'est un élément décisif qui a encore renforcé effectivement le doute du Tchadien. Vous savez très bien que monsieur Jean-Noël Barrot, qui était venu en N'Djamena, le ministre des Affaires étrangères, qui a fait une déclaration depuis Adré, à l'est du Tchad, où le Tchad était accusé d'être proche du FSR, des forces de soutien rapide des Himiti. Et donc pour Paris... Au Soudan. Paris avait demandé la neutralité du Tchad. L'imprudence du ministre des Affaires étrangères français, c'est qu'il avait fait une déclaration depuis Adré. Entre-temps, les conseillers proches du Mahamat Idriss Déby nous ont dit, écoutez, le ministre des Affaires étrangères français indexé en quelque sorte le Tchad d'être de connivence avec le FSR qui militait contre le groupe armé, effectivement l'armée soudanaise, et qui visait effectivement à renverser le pouvoir de Khartoum. Et donc cette déclaration du ministre des Affaires étrangères n'a pas plu à Mahamat Idriss Déby, qui, à son retour lors de l'audience, avait demandé immédiatement la résiliation de la coopération militaire française. C'est un coup de sang, quelque part. Justement. Donc, en fait, dans les relations tchado-françaises, les piliers de ces relations, c'est la coopération militaire de défense, qui a maintenu depuis toujours, effectivement, les régimes tchadiens en place. Il y a également, comme vous l'avez dit, la question de Boko Haram. Sur Boko Haram, vous savez très bien, Théo, le Tchad avait demandé à ce que les forces françaises au Tchad aident effectivement à localiser le groupe terroriste qui était dans le lac Tchad. Sauf que la France ne pouvait pas. Parce qu'en fait, si la France tentait à bombarder ces groupes armés djihadistes qui sont au lac Tchad, elle essaiera effectivement d'aller dans le territoire nigérien. Or, vous savez, les relations entre le Tchad et le Niger entre le Niger et la France sont tendues, et que si les forces françaises arrivaient à jeter des bombes au lac Tchad et que ces bombes arrivaient à bombarder effectivement des citoyens nigériens, ça allait encore déclarer une situation très incontrôlable entre la France et le Niger. Par contre, le Niger avait demandé tout simplement aux Tchadiens, des forces tchadiennes, d'entrer à 15 km à l'intérieur du territoire sans pour autant aller au-delà. Donc, en fait, les autorités nigériennes ont aussi piégé le Tchad et la France en même temps. Et donc, les autorités françaises n'ont pas voulu intervenir pour bombarder. Et Mahamat Idriss Déby avait interprété cela comme, effectivement, le manque de soutien de Paris à sa vision, effectivement, d'éradiquer ces groupes. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de fourniture en armes ? C'est-à-dire, on sait que les armes fabriquées par les pays occidentaux comme la France sont des armes non seulement chères, mais pas tout à fait adaptées au contexte africain, alors que les armes venant du pacte de Varsovie, de Moscou, sont moins chères, plus communément utilisées sur le territoire africain. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question, c'est-à-dire, au-delà de l'amour et de la haine, la Russie peut plus facilement aider un pays qui est en proie au terrorisme. Non, tout à fait, Théo. Mahamat Idriss Déby a diversifié ses relations militaires avec d'autres pays comme la Turquie, la Russie, la Hongrie. Et ça n'a pas certainement plu à Paris. Parce que Paris, qui avait une mainmise totale sur le Tchad, il est parti acheter des armes turques, des armes russes, des armes hongroises. Bon, la Hongrie est dans l'Union européenne, même si le numéro 1 hongrois... Et donc, et Mahamat, dans la coopération avec la Hongrie, c'est qu'il voulait, sous prétexte, effectivement, de lutter contre l'immigration clandestine qui partait du Tchad et du Sahel vers la Libye et aller en Europe. Mais à vrai dire, en fait, c'est une coopération militaire entre le Tchad et la Hongrie. Et ça, au regard de ces rapprochements, ça a un peu déplu à Paris. Et donc la France a décidé effectivement d'être un peu neutre, ou bien prendre des distances. Entre-temps, Mahamat Idriss Déby aussi préparait effectivement son retrait. Et donc il a surpris Macron. Et la déclaration successive du Tchad, après, avec un communiqué de presse qui a surpris d'ailleurs Jean Barrot, qui était dans l'avion quand il est parti sur Addis Abeba. Il a appris à 21h un communiqué de presse du ministre des Affaires étrangères, M. Abdelrahman Koulamala, en même temps porte-parole du gouvernement, qui disait que le Tchad... Donc ça a surpris tout le monde, y compris l'ambassade de France au Tchad, a été surprise de la déclaration, alors que l'audience s'est très bien passée. Mais on est surpris qu'au bout de 66 ans de relations communes entre le Tchad et la France, qu'un régime qui n'est pas aussi légitime que celui de Mahamat Idriss Déby décide,
avec une décision impopulaire, de notre point de vue, sans prendre impopulaire, solitaire. Et impopulaire dans quel sens? Parce qu'en fait, ce n'est pas l'ensemble des Tchadiens qui a adhéré en fait, à la position du gouvernement tchadien. Oui, mais les Tchadiens, qu'ils soient proches du pouvoir comme proches de l'opposition, en veulent à la France de toute façon. Donc ça ne peut être que bénéfice. Et c'est ce que nous avons, tout à fait, c'est ce que nous avons reproché à Paris. On a fait comprendre à Paris qu'aujourd'hui, si on vous remercie de cette manière, c'est parce que vous avez soutenu de manière modicus, malgré toutes nos observations, malgré toutes les critiques qu'on avait faites à Paris en leur disant prenez distance. Les Tchadiens réclament plus la démocratie, la justice, l'état des droits. Mais la France a été omnibilée à maintenir un régime impopulaire. Et donc cette décision... Criminelle d'ailleurs. D'ailleurs criminelle. Et cette décision qui aujourd'hui tombe, là tous les observateurs tchadiens, notamment la classe politique, la société civile, les journalistes que nous sommes, nous avons fait comprendre à la France que voilà, vous récoltez ce que vous avez semé au Tchad. Donc maintenant, on est en train d'observer les conséquences. La dangerosité de ces retraits, c'est que Mamadi Zibi se débarrasse de la France, mais en se rapprochant des pays qui ne sont pas non plus démocratiques. Bon, la France est peut-être démocratique, mais la France n'a jamais soutenu les démocrates en Afrique. Hein. Malheureusement. Donc c'est kiff bourricot, on va dire. Alors, Saint-Claver-Oula, Alassane Ouattara a annoncé que le départ de l'armée française était concerté et organisé, mais il a été interprété, cette annonce était interprétée comme un geste de défiance de la part d'Alassane Ouattara, qui est désormais le seul allié indéfectible de Paris dans la région. En tout cas, dans la presse, c'était la Côte d'Ivoire aussi chasse la France. Ça a dû irriter Macron. On peut quand même imaginer, quand on voit la gestuelle de Ouattara lors de ses vœux à la nation, qu'il a voulu capitaliser dessus, notamment pour faire taire le camp Gbagbo, alors qu'on l'a toujours accusé d'être arrivé au pouvoir dans les fourgons de l'armée française. Est-ce que il n'y a pas un peu de gêne à Abidjan en ce moment sur ce dossier? Il faut dire que cette déclaration du président Alassane Ouattara a été aussi bien perçue par l'opinion, de façon générale, parce que c'est vrai, dans certains pays, le départ, ou si vous voulez, la chasse à l'armée française s'est faite de façon brutale, mais en Côte d'Ivoire, elle se fait en douceur. Et le président, comme tu l'as dit tout à l'heure, le président Alassane Ouattara, il n'est pas dans une posture de rompre brusquement les liens sur ce fait-là. L'essentiel, c'est que la présence de l'armée française qui est perçue ici aujourd'hui comme une conquête occidentale, comme une manifestation de la colonisation, une manifestation de l'aliénation en griffe, cette présence-là est mal perçue dans toute l'opinion. Et vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé où ce qui se fait ici est vu de l'autre côté du globe. Donc, du coup, comme le réclament certains pays dans lesquels il y a des coups d'État, qui demandent le départ de l'armée française de façon brutale lorsque ces putschistes-là arrivent au pouvoir. Ici, en Côte d'Ivoire, cela n'est pas demandé. Elle est faite en douceur. Et le président Alassane Ouattara, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a bénéficié du soutien de la communauté internationale en 2010, aujourd'hui, il voit les réactions autour de lui, il voit ses voisins qui demandent le départ de l'armée française et autres, tout ça. Donc, du coup, lui, aujourd'hui, il ne peut pas rester en marge de cette vague-là. Il ne peut pas rester en marge de cette vague. Et donc, lui aussi, même s'il doit demander le départ de l'armée française, il ne va pas le faire tel que ses voisins le font. L'essentiel, c'est que l'armée française parte et que la coopération, de toutes les façons, il y a des formations, il y a un certain nombre d'actions qui se font. Même si le Mali demande le départ de l'armée française ou de toute autre armée qui démontre un signe de colonisation, il y a des coopérations. On voit aujourd'hui au Mali, il y a des Russes qui sont là-bas. Au Burkina, il y a des Russes qui sont là-bas. Mais c'est vraiment cette manière d'hégémonie qui est déplorée par un certain nombre de populations aujourd'hui. Il faut que les pays africains soient libres de chercher avec qui coopérer, de chercher où se trouvent leurs intérêts. Et je pense que ici à Abidjan, ça n'a pas véritablement
créer une gêne, mais le président Alassane Ouattara, il a dit dès janvier, l'armée française va commencer à libérer le 43e BIMA, et c'est là-dessus que l'opinion l'attend véritablement. L'opinion attend que ces déclarations soient traduites dans les faits. Parce que justement, il y a eu une conférence de presse où le porte-parole du gouvernement était en train d'expliquer que de toute façon, il n'y aurait pas une sorte d'aile ou de bâtiment dans lesquels demeureraient toujours les Français, parce que il y a une certaine opinion publique qui considère qu'en réalité, on va descendre le drapeau français, mais que les militaires français resteront là toujours un peu aux côtés de leurs collègues, les militaires ivoiriens. Mais disons que Alassane Ouattara a tout intérêt à montrer qu'il finit par obtenir ce que Gbagbo n'a pas réussi à obtenir, c'est-à-dire l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire, d'une certaine manière. Il y a intérêt en cette année 2025, année électorale. Mais est-ce que Macron lui rend service en faisant sa sortie un peu caricaturale de chef colon outragé? Oui, vous savez, cette sortie d'Emmanuel Macron a complètement frustré les Africains et les Ivoiriens, y compris. Les Ivoiriens ne sont pas en marge de cette vague de frustration qui est née, qui a été ouvertement exprimée par le président tchadien, par le premier ministre sénégalais. Vous savez, ce sont les Ivoiriens. Les Ivoiriens font partie des premiers, sous le président Laurent Gbagbo, qui ont demandé ouvertement le départ de l'armée française avec des manœuvres qu'il y a eu, avec cette hostilité vis-à-vis des manifestations, des manifestants ivoiriens, des pro-Gbagbo. Vous-même, vous avez été témoin des massacres de l'hôtel Ivoire, tout ça. Donc, il faut dire que depuis très longtemps, les Ivoiriens sont ceux-là qui ont porté cette grogne. Et aujourd'hui, si cette vague-là commence à atteindre les autres pays, bon, les Ivoiriens, ceux qui sont dans cette dynamique d'opposition contre la présence de l'armée française ici en Côte d'Ivoire ne sont pas en marge. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une dynamique. Et ça, il faut que les officiels français le comprennent. Il y a une certaine dynamique. C'est-à-dire cette hégémonie, cet état de paternalisme ne doit plus exister. Il ne doit plus exister. On a eu des intellectuels ivoiriens qui sont en Europe, aux États-Unis, et qui sont parmi l'élite. Il y en a même qui sont dans leurs écoles là-bas et qui sont majors. Quand ceux-là, aujourd'hui, rentrent chez eux, ils s'attendent à ce qu'ils soient traités comme les officiels français ou les officiels européens, de façon générale américaine, traitent aussi les intellectuels qui sont là-bas, les Français, leurs ressortissants, leurs compatriotes. Donc, c'est à cela, tout le monde s'attend aujourd'hui. On s'attend à ce que on discute d'égal à égal. Et il ne faudrait pas que, parce que la Côte d'Ivoire a été une colonie française, et qu'un officiel français, peu importe son statut, s'élève aujourd'hui pour tenir ce genre de discours vis-à-vis des Africains. Et quand Macron le fait, c'est vrai qu'il est partenaire d'Alassane Ouattara, il est partenaire de Tidjane Thiam, il est partenaire d'un certain nombre de personnes ici qui sont pro-français, qui sont proches des officiels français, mais quand ils doivent tenir leur discours, il faut qu'ils le tiennent dans le respect, il faut qu'ils le tiennent dans la considération. Et je pense que la phase visible est la sortie du président Mahamat et la sortie du président Sanko, qui sont eux des officiels qui ont porté cette frustration-là sur la place publique. Bon, le Premier ministre Sanko, parce qu'il est président du PASTEF, mais Premier ministre du Sénégal. Alors, ce qui est particulièrement important pour la Côte d'Ivoire, c'est que le 43e BIMA, ce camp militaire, a été pris d'assaut à plusieurs reprises
par des jeunes Ivoiriens qui ont demandé le départ de l'armée française. On se rappelle que l'armée française a tiré en 2004 sur les ponts d'Abidjan pour empêcher que ce camp soit envahi par la population ivoirienne. C'est le dernier endroit où la France a massivement tué dans une sorte d'opération néocoloniale des autochtones. Et donc, ce qui va se passer dans ce mois de janvier, quoi qu'il en soit, de quelque bout qu'on le prenne, sera historique. Makaïla, tu voulais dire un dernier mot? Je voudrais juste dire que la réponse d'Alassane Ouattara a été une réponse aussi électoraliste. Vous savez très bien que M. Ouattara va se présenter. Et donc, en Afrique de l'Ouest, il y a l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui a demandé, qui a rompu avec la France. Et donc, pour avoir un électorat ivoirien acquis à une cause panafricaniste, c'est la fameuse triangulation. Justement. Donc moi j'imagine qu'effectivement c'est la Côte d'Ivoire, c'est vrai, je comprends notre ami Claver qui émet des réserves sur la position d'Alassane Ouattara et puis les liens sont forts. Hein. Le Ouattara doit son pouvoir grâce à la France. Sous Sarkozy, on a tout vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc nous pensons que la rupture doit être une rupture sincère. Ça, c'est notre position en tant qu'Africain, même si ces relations bilatérales doivent rester, mais que la coopération militaire, qui aujourd'hui a pris un coup dur, hein, et c'est ça qui est, comme on a dit toujours, c'est les plis des relations entre le Tchad et la France. Aujourd'hui, ça a choqué Macron, et je comprends sa colère, il est parti trop loin. Il a même dit que certaines personnes n'ont pas été reconnaissantes, ne lui ont même pas dit merci. L'ingratitude n'est pas une maladie transmissible à l'homme. Bon, je ne comprends pas très bien cette formule, mais bon. Mais il faut dire aussi que Emmanuel Macron lui-même est minoritaire dans sa façon de penser en France, dans le sens où il a été très critiqué, très virulemment critiqué par son propre camp, mais à la fois par l'ensemble des opposants en France. Donc c'est une vision, et lui il représente en tant qu'Emmanuel Macron aussi un chef d'État qui est fragilisé dans la scène nationale en France et aujourd'hui qui ne peut que exister sur la scène internationale par des coups d'éclat. Il a sorti cette phrase. Peut-être que c'est une balle pour les pays, certains pays africains, pour qu'ils se démarquent, pour qu'ils arrivent à arracher cette autonomie, à montrer qu'ils sont plus autonomes justement, qu'ils sont capables de développer des partenariats avec d'autres pays. On parlait du Tchad. Le Tchad, l'année dernière, ça a été vraiment une année où on a renforcé un peu plus la coopération avec la Russie. Mamad Idriss Déby était à Moscou en début d'année 2024. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, était à N'Djamena en juin 2024. Il y a vraiment une coopération qui s'accentue entre la Russie, entre d'autres pays et les pays africains, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale. Il faut valoriser ce multilatéralisme qui va complètement casser la relation traditionnelle avec la France. Mais c'est tant mieux au final en termes de souveraineté. C'est tant mieux quelque part, mais si on prend un peu de recul, on se rend compte que ce multilatéralisme-là, tout en donnant plus de marge de manœuvre aux dirigeants africains, les renforce et peut les renforcer au détriment de leur population. Absolument. Parce que ça peut renforcer les dictatures également. C'est-à-dire que la souveraineté ne peut être entendue que comme la souveraineté du peuple. Là, c'est vraiment la force du souverain, qu'il soit un démocrate comme au Sénégal ou un dictateur, pour dire les mots, comme au Tchad. Et là, finalement, se battre contre un système soutenu par la France, la Turquie, la Russie, avec des écoutes israéliennes et je ne sais pas d'où, c'est un peu plus complexe. Je vais rebondir, hein, parce que j'apprécie l'analyse qu'a faite Théophile tout à l'heure. C'est que justement, c'est ça notre inquiétude. Et c'est ce que nous avons reproché et attiré l'attention de l'Élysée et même du Quai d'Orsay. On leur a fait comprendre que vous pouvez partir, certes, mais le partenaire tchadien, ivoirien que vous laissez, est en train de développer un partenariat extrêmement dangereux qui va nuire effectivement à l'opposition démocratique, nuire à la société civile, nuire effectivement même au développement, parce que là, le pouvoir va se pérenniser, renforcer son dispositif sécuritaire, donc réprimant la population, interdisant les manifestations pacifiques. Et dans ces cas, la France est redevable. Parce que vous avez accompagné des systèmes corrompus, impopulaires depuis des années, et subitement, vous décidez de partir, sauf qu'avec la France... on les chasse. Hein. Vous avez été chassé. Et donc, nous, quand on était... moi, ça fait longtemps que je suis en France. C'est qu'à l'époque, la société civile nous alertait sur les violations des droits de l'homme. Donc, nous, on alertait les organisations internationales basées en France, Amnesty International, FIDH, Human Rights Watch, et elles étaient nos relais auprès des sociétés françaises. Mais aujourd'hui,
Est-il possible qu'un acteur de la société civile, un journaliste inquiété au Tchad, peut-il demander à Moscou d'intervenir? Je pense que non. Parce qu'en fait, dans ces pays même qu'on a cités tout à l'heure, ne sont pas aussi des exemples effectivement démocratiques. Et donc pour nous, Paris doit reconsidérer certes sa approche des relations politiques avec nos pays, mais l'exigence démocratique fondamentale des Africains, c'est la démocratie et l'état des droits. C'est à quoi nous avons souvent dénoncé par des écrits, par nos prises de position dans les médias. Et donc aujourd'hui, on se retrouve que la France, à quelque part, certes, a été chassée, mais ça va encore reconfigurer effectivement les relations internationales. Mais pour des pays comme le Tchad, comme le Djibouti aussi, et même la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a encore l'effort démocratique peut agir. Seul le Sénégal a une légitimité. Ça veut dire que finalement, l'effort ne peut venir que de l'intérieur. Les Sénégalais se sont battus à plusieurs reprises pour leur liberté. Ils ont fait partir Diouf, ils ont fait partir Wade, ils ont fait partir... Le Sénégal est un modèle. Et peut-être qu'il ne faut plus attendre autre chose que cela. Le Sénégal est plus un modèle de démocratie que la plupart de certains de ces pays où il y avait des bases françaises. Moi, je pense que c'est malheureusement l'écueil dans lequel on tombe souvent dans ce combat anti-impérialiste contre la France, c'est qu'on est obnubilé par une espèce de lutte panafricaine, certes juste, de se débarrasser de l'ancien colon, mais on en vient à encenser des pratiques antidémocratiques parfois, et on va pas se mentir. Il y a des pratiques antidémocratiques, même dans des pays de l'AES. Il y a des pratiques d'enlèvement d'opposants, d'intimidation d'opposants, d'enlèvement de personnes, juste parce qu'elles émettent la moindre petite contradiction. Il faut pouvoir, je pense que, et malheureusement, on ne peut pas avoir un discours apaisé, sensé sur ces questions, nuancé un peu, sans être catégorisé, étiqueté. Moi, je pense qu'il faut pouvoir à la fois se battre pour un combat panafricain, anti-impérialiste, anti-paternaliste, et aussi être capable de demander à nos dirigeants de la rigueur démocratique, d'une exemplarité, de juste respecter les fondements de la démocratie. Et c'est compliqué de faire les deux. Parce que certains préfèrent et acceptent qu'on sacrifie la démocratie sur l'autel de la lutte contre tant que l'absence de démocratie ne touche pas. Le mot de la fin pour Saint-Claver ou là? Non, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec cette dernière analyse qui vient d'être faite concernant l'état même de la démocratie en interne dans les pays africains. C'est vrai qu'aujourd'hui, on demande le départ des Français, on demande le départ de l'armée française, mais nous-mêmes en interne, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu récemment au Burkina, le putschiste Ibé, il s'est arrogé 5 ans de pouvoir. Vous voyez, là-bas, on demande aussi le départ, on demande le départ de l'armée française. Idem aujourd'hui au Mali, qu'est-ce qu'il en est? Ce sont des États qui sont devenus des États militaires, où l'opposition n'a pas droit à la parole, où les manifestations sont complètement interdites en Guinée et autres, et tout ça. Mais c'est vrai que on voit la poutre, on voit des écueils au niveau de nos partenaires, au niveau de la France et autres, mais nous-mêmes en interne, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un a cité le cas du Sénégal, qui est un modèle de démocratie. Mais au Sénégal, il y a une opinion qui est forte. Il y a une certaine élite qui est vraiment très engagée pour sa démocratie. Mais dans certains pays aujourd'hui, vous voyez que quand vous voyez des intellectuels, ils deviennent complètement des lèche-bottes. C'est des personnes, quand vous les voyez en dehors de la scène politique, vous les prenez en exemple, mais quand ils viennent sur la scène politique, ils deviennent autre chose. On peut en citer ici même en Côte d'Ivoire. Donc je pense que nous-mêmes, nous devons faire un travail sur nous-mêmes déjà en interne pour à parvenir à cette démocratie. Au Sénégal, vous voyez aujourd'hui au Parlement au Sénégal, mais les gens, ils parlent ouvertement. Les opposants se prononcent ouvertement sur des sujets. Bon, finalement, la démocratie en Afrique ne peut venir que des Africains. Peut-être qu'on ne peut pas casser, faire des omelettes sans casser des œufs. C'est-à-dire peut-être qu'il faut des moments révolutionnaires, mais après tout, il faut rentrer dans le contexte où tout le monde peut s'exprimer sur l'avenir de son pays. Et cela ne peut être acquis que par les batailles internes. Finalement, la communauté internationale, elle ne peut pas grand-chose. C'est un peu la conclusion de ce débat. Merci, Saint-Claver, Makaïla et Fabrice.